Il est docteur en sciences cognitives au départ, il est serial entrepreneur, il a monté plusieurs boîtes dans plein de domaines différents. Maintenant, il travaille comme responsable technique dans une entreprise et il est cofondateur de Bottom Up Society, qui est un jeune projet qui utilise la blockchain notamment pour permettre à tout le monde de devenir entrepreneur ou en tout cas de mettre en œuvre ses idées. Et je vais le laisser en dire un peu plus, il va nous parler de c'est quoi une idée. Jingle. Bonsoir, on va essayer de bouger un petit peu. Alors c'est quand Flavien m'a demandé d'intervenir là-dessus, alors justement pourquoi bouger? Parce que j'ai essayé de montrer que justement l'idée c'est une action, c'est quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qui bouge dans notre tête. Parce que je suis très souvent surpris, justement pour l'événement qui se prépare là, les 2 jours où on va vous demander d'avoir des idées, de trouver des idées, d'argumenter des idées. On fait tout avec des idées. Vous-même, là, vous êtes dans votre siège, mais vous avez simplement une idée de moi sur la scène. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de me toucher. Enfin, bref, on perçoit le monde que par les idées qu'on en a. Et puis au final, on ne sait pas bien ce que c'est. Je ne sais pas, vous savez ce que c'est, vous? Une idée? On ne sait pas trop, hein. C'est un truc qu'on pratique la nuit quand on rêve, qu'on pratique le matin quand on se lève, qu'on pratique tout le temps, et c'est devenu une absolue évidence, et on ne sait pas ce que c'est. Donc pour les 2 jours que vous allez avoir là, je pense que c'est intéressant de savoir comment ça marche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on a une idée? Et qu'est-ce que ça crée dans notre rapport au monde? Parce que c'est un peu le lien avec les deux interventions d'avant. C'est ce rapport justement au robot. On va se dire, tiens, un humain, c'est quelque chose dans l'univers qui a des idées, puis le robot, non, c'est un peu une boîte de conserve. Donc ce serait pas mal de savoir ce que c'est qu'une idée pour voir si le petit Marvin, un moment, d'accord, il n'a pas sauvé le chat dans la tringle, mais ça l'a fait marrer comme un fou, et puis ça lui a donné des idées. Et comme Yann parlait d'art, ça lui a donné des idées je sais pas, d'art, de chats accrochés dans des tringles, et pourquoi pas. Enfin bref, cette question-là, moi je la trouve assez centrale, donc on va faire un petit tour d'horizon de ce sujet pour savoir comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Moi j'aime bien, tu parlais de hacking tout à l'heure, le hacking, c'est pas accepter les choses telles qu'on nous les a apprises, comme des idées reçues, c'est de se dire, moi je veux me faire une idée. Je veux vraiment me faire une idée, et on va s'en faire une idée là. Voilà. C'est quoi une idée? C'est ça. Je sens comme un mouvement de déception là. Ok. Alors on va zoomer un petit peu. C'est ça. Est-ce que c'est plus clair? Bref, une idée, c'est tout simplement un truc dans le monde qu'on reçoit, qu'on perçoit, qu'on traite. Et je pense qu'on va tous être d'accord, parce qu'on pourrait lancer le débat là-dessus, sur qu'est-ce qui fait, une idée, on va en parler, mais qu'est-ce qui fait que j'ai une sensation d'idée? Qu'est-ce qui fait que moi, je me sens penser? Et là, il y a plein de théories, la science est en train de s'en occuper, mais on va se limiter ce soir à justement une idée, on va dire, c'est un truc qui se passe dans le cerveau. Les expériences ont montré que quand on enlevait le cerveau, on enlevait un peu les idées avec, et ça semble à peu près crédible de se dire il se passe des choses dans la boîte crânienne qui font que c'est là que résident les idées. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va aller chercher dans le cerveau comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, et je vous propose de l'ouvrir. La première déception, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai pas vu d'idée là. Par contre, ce qu'on va trouver, c'est des neurones. Donc on va trouver entre 80 et 100 milliards de neurones, c'est pas mal, hein. On s'inquiète d'être 9 milliards sur la planète, mais dans notre tête, on a déjà 80 milliards d'entités qui échangent et qui dialoguent les unes avec les autres. Chaque entité, chaque neurone est connecté à des milliers d'autres, 1000, etc. Certains sur des connexions qui sont courtes et d'autres sur des connexions qui sont très longues. Et en plus, on a organisé le cerveau de façon irréconciliable avec 2 hémisphères qui sont juste reliés au milieu par le corps calleux. Et mais ça, ce ne sera pas le sujet de ce soir. Mais en gros, il faut retenir, c'est une population d'individus, d'entités, qui communiquent par des câbles, c'est un peu plus évolué que le téléphone, et qui échangent des informations. Et là-dedans, il y a tout le magma dans lequel on va pouvoir essayer de comprendre ce que c'est qu'une idée.
Premier truc, Yann l'évoquait tout à l'heure, c'est cette définition de l'empathie. Quand on conduit les voitures, on sent les roues, on sent tout ça. C'est que, on peut parler aussi de prolongement cognitif. Ce qui est très intéressant, c'est que mon cerveau, il n'est pas tout seul. Enfin, il n'est pas tout seul. Il est connecté, hyper connecté à tout son environnement. Tous les neurones qui sont dedans sont connectés à mes oreilles, à mes yeux, et même, tu parlais de cybersexualité tout à l'heure, à mes poils. Donc, le cerveau, il est en permanence en vigilance, en train de recevoir des signaux qui sont dessus. Mais c'est pour ça qu'il y a cette phrase d'Oscar Wilde, si je regarde donc un coquelicot, poppy is red, un coquelicot rouge, je ne perçois pas un coquelicot rouge. Le coquelicot rouge, il existe en tant que tel dans le monde. Moi, ce que je reçois, ce sont des signaux par les yeux, ce sont simplement des vibrations transmises par la rétine sous forme de signaux électriques qui arrivent dans ma population de 80 milliards de neurones. Et quand j'entends l'oiseau chanter, j'entends pas un oiseau chanter. Je reçois des vibrations par le tympan qui vont arriver dans la cochlée, qui vont être séparées en fréquences, qui vont activer des chaînes neuronales. Et ce qui fait que, au final, on est une sorte d'être neuronal complet, complètement connecté à tous les capteurs, à tout ce que je ressens, et ça me permet de percevoir le monde, de le sentir. Mais vraiment, quand on pense que le coquelicot est rouge ou que je le perçois, c'est une illusion. C'est une illusion, par contre, qui est partagée par l'ensemble d'entre nous. Donc on va tous tomber d'accord là-dessus. Mais je n'ai pas un coquelicot qui me rentre dans la tête. Je n'ai pas l'odeur de la pomme, je n'ai pas de pomme qui me rentre dans la tête. C'est simplement que je suis dans mon scaphandre, quelque part, avec des capteurs de tous les côtés qui me permettent d'appréhender le monde. Donc, reprenons ici. En rond, ce sont des endroits où il y a des neurones. Alors, vous pouvez en voir ici, j'en ai repris quelques-uns. Et je disais, ces neurones sont connectés. Jusqu'à là, c'est assez simple. Et ces chers neurones, voilà, vont communiquer. Alors, ils communiquent comment? Ils communiquent avec ce qu'on appelle des spikes. Un spike, c'est un pic, simplement un petit pic électrique qui va diffuser d'un neurone à un autre par justement les dendrites qui connectent tous les neurones entre eux. Et c'est tout ce qu'ils font. L'odeur de la pomme, ce sont des spikes qui ont été échangés entre les neurones. Je sais, ça fait bizarre, parce qu'on est tellement persuadé de sentir cette odeur de la pomme, que la vue du coquelicot, le chant de l'oiseau, ce ne sont que des pics électriques qui communiquent entre les neurones. Alors, il y a quand même quelque chose de magique, c'est que ce sont mes neurones, c'est ma matière, c'est mon petit bout d'univers qui détient ça. Et donc, quelque part, il y a quand même un petit peu plus que de se dire, oui, mais un spike, un petit truc électrique, ça ne peut pas sentir, ça ne peut pas être aussi connecté à l'univers. C'est quand même ma matière, c'est quand même moi. Mais ça, c'est un autre débat philosophique. Et donc, voilà, tous ces neurones échangent donc par les dendrites des influx électriques. Et c'est ce que l'on voit quand on fait, par exemple, un électroencéphalogramme et qu'on mesure l'électricité en moyennant très grossièrement l'activité des neurones, on voit ces pics électriques. Et puis voilà. Vous allez me dire, je charrie un peu, là, quand même, j'exagère. C'est tellement simple. C'est trop simple. Alors, on va continuer à simplifier pour essayer de comprendre un petit peu plus... de toute façon, on va simplifier pour rendre les trucs moins compliqués. Voilà un bon objectif. Tiens. Ici, vous avez donc la simulation d'un ensemble de quelques centaines de millions de neurones. Alors, on en est là aussi en termes de simulation informatique. On sait simuler quelques centaines de millions de neurones avec des équations que l'on connaît, avec aussi des recherches qui sont faites en ce moment qui s'appellent des recherches sur le connectome. Donc on arrive par l'IRM très précise à reconstruire les connexions des neurones 2 à 2. Donc on est en train de savoir refabriquer une forme de cerveau. Et donc, l'odeur de la pomme, le coquelicot, tout ça, ce sont des influx que vous pouvez voir ici, qui diffusent. Alors, à l'arrière du cerveau, vous allez avoir les aires visuelles.
Ici, vous avez le cortex frontal, etc. Et pourquoi est-ce que les aires visuelles sont là? C'est tout simplement parce que les yeux étant ici, ils projettent leur activité électrique vers l'arrière du cerveau. Et puis voilà. Chez les personnes qui sont aveugles, comme il n'y a pas d'impulse qui vient de l'œil, la zone arrière est moins simulée. Heureusement, elle est à côté de la zone du toucher qui va réaffecter ça. Et ça marche très très bien. Et donc je vous disais, oui, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas possible quand même. Simplement, les petits échanges comme ça de mes neurones 2 à 2, ça fait l'odeur de la pomme, ça fait l'image du coquelicot, ça fait tout ça. C'est pas possible. Eh bien, on va faire l'expérience, et celle-là, elle a été faite. Donc, on projette à une personne un film que vous voyez ici. Ça, vous le voyez. Voilà, avec vos yeux, vous le recevez. Et là, on va regarder les neurones qui vibrent, qui s'activent, qui reçoivent les petits spikes, qui en renvoient, et ainsi de suite. Et l'image que vous voyez au centre, c'est une image qui est reconstruite par des algorithmes, mais uniquement par l'activité neuronale. Ça veut dire que ce que vous voyez dans votre tête, quand vous pensez à quelque chose, quand vous pensez à une image, on n'en est pas loin aujourd'hui de pouvoir reconstruire cette image et de savoir quelle est l'image mentale que vous avez dans la tête. Ça montre quand même que, bon, oui, il faut l'admettre, ces spikes, cette activité électrique du cerveau porte les sensations et les idées. C'est là. Il y a un lien entre les deux. C'est assez clair. Et donc, il y a une corrélation entre les deux. On peut le voir. Alors, continuons l'étude. Allons un petit peu plus loin. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette odeur de la pomme, qu'est-ce que c'est que cette couleur du coquelicot, qu'est-ce que c'est que... Tout à l'heure, il y avait un petit ours ici. Quand je pense ours ou quand je pense chat, par exemple. Je viens de dire chat. Alors ça, c'est rigolo aussi. Je n'ai pas dit chat. Là, tout le monde pense que j'ai dit un mot. Mais en réalité, j'ai fait vibrer l'air avec ma langue. Et puis, c'est arrivé sur votre tympan. Ça a fait vibrer le tympan. C'est rentré dans le cerveau. Ça a activé des pics électriques etc. Et qui fait que pendant toute votre enfance... Parce que vous êtes français, quand il y avait un chat, quand vous aviez la sensation du chat, vous entendiez ce mot-là et vous avez associé 2 à 2 les termes. Et aujourd'hui, c'est magique. Je peux faire du rappel comme ça, je dis chat, et on a l'image du chat qui arrive, sauf pour ceux qui résistent. Mais au bout d'un moment, je devrais y arriver quand même. Donc, pour essayer de comprendre, quand je dis chat ou quand j'évoque un concept, cette image-là, comme je vous l'ai montré sur le petit film, cette image que l'on a dans la tête, comment c'est encodé? Comment ça se passe dans le cerveau? Alors on va faire simple, je vous parlais de 80 milliards de neurones, là on va en prendre 16, ça simplifie quand même. Et je vous disais, c'est simplement l'activité au cours du temps de ces neurones qui va porter l'image, le concept, l'idée qu'on se fait, l'idée à laquelle on est en train de penser. Prenons par exemple donc simplement 1, 8 et 12 qui sont en train de vibrer ensemble, et on imagine dans un espace de se dire, tiens, là on a l'idée qui correspond à ce à quoi pense cet individu lorsque les neurones 1, 8 et 12 sont en phase. Et ça, on le sait aujourd'hui de plus en plus, c'est conforté par toutes les expériences qui sont faites. Une idée, je vais vous donner la réponse à ce niveau-là, c'est un ensemble, une population de neurones qui se mettent à être actifs en phase, en même temps. Voilà. Il n'y a pas un neurone banane qui, quand il est allumé, ça veut dire banane. Non, non. C'est par l'apprentissage de mon rapport au monde, par tous mes capteurs, j'ai engrammé, j'ai activé toutes mes relations qui font que quand je pense chat, ça va activer des neurones simultanément qui vont être en phase et qui vont être la moyenne, en gros, de toutes les expériences que j'ai eues au sujet du chat. Parce que l'idée du chat, c'est pas un chat. L'idée du chat, c'est ma sensation tactile, c'est l'affection que j'ai eue pour lui, c'est le petit nom que je lui ai donné, et ainsi de suite. Il faut imaginer qu'il y a 80 milliards de neurones. Donc voilà, première idée, c'est tel et tel neurone qui sont actifs ensemble. Là, le neurone 2, 8 et 11 qui sont actifs ensemble. Et puis ici, le 9, j'ai l'impression de faire le loto, là, c'est terrible. Et donc le 9, le 15 et le 16 qui viennent de tomber. Voilà. Et en faisant ça, on a 3 points, et oui, et je vous l'ai montré par le petit film tout à l'heure. Là, j'ai simplifié l'expérience avec 16 neurones. On va dire que quand je présente l'image d'un cochon
voilà, et ben c'est cette population qui s'active. L'image d'une vache, c'est le 2, 8 et le 11, c'est cette population-là, et que pour un aigle, c'est cette population-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet espace des idées, alors vous comprenez ce que c'est que cet espace des idées? C'est un point pour un ensemble. Alors évidemment, moi je l'ai dessiné à 3 dimensions parce que je m'arrête là. À partir de 4 dimensions, j'ai du mal à dessiner. Et 80 milliards de dimensions, et ça c'est juste l'état, et moi je vous dis c'est en phase. Donc ce sont des centaines de milliers de milliards de dimensions. J'avais pas eu le temps de le préparer le dessin pour la conférence de ce soir. Mais en gros, c'est un point, c'est une idée dans cet espace-là. Cet espace, il faut savoir, pour se donner une mesure de ce que c'est, si on prend juste l'état d'un neurone, est-ce qu'il a un spike ou est-ce qu'il n'a pas de spike? Est-ce qu'il est à 1 ou est-ce qu'il est à 0? Et qu'on prend, donc, il a 2 états, puissance 80 milliards d'individus, ça donne plus d'atomes qu'il existe d'atomes dans l'univers entier. C'est pour vous dire à quel point l'espace mental est vaste, à quel point on peut aller l'explorer, mais comme des fous. Et donc là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on pourrait le faire, c'est un peu du data mining de cérébral, et on se rend compte que inconsciemment, oui, le cochon, il est plus près de la vache que de l'aigle. Ah oui, à peu près. Hein. Et donc on peut faire glisser du cochon vers la vache. Et puis que là va être lié tous mes concepts de terrine, de choses comme ça. Que l'aigle, donc il vole, mais que l'avion qui est ici, quelque part cet avion, il est plus proche de l'aigle qu'il ne l'est du cochon. Hein, même il n'y a pas Pig Airlines, par exemple. Mais s'il y avait Pig Airlines, on s'y habituerait et les concepts se rapprocheraient. Et puis le bateau, il est plus loin, je pense, de l'aigle. Mais chacun, après, peut avoir son point de vue. C'est là où on va commencer à frôler la notion d'art. Parce que là, je ne l'ai fait que sur un petit espace à 3 dimensions, mais imaginez sur des centaines de milliards de dimensions, ces points qui sont reliés ensemble, toute la partie surréaliste, ce que va évoquer n'importe lequel des concepts qui est relié aux autres, ça crée cet espace mental absolument magique. Voilà. Donc, je vais faire un dessin plus joli. Là, on va avoir le cochon, la vache, l'avion, le voilier. Vous voyez, ce sont des zones dans mon espace mental, chaque point représentant un ensemble de neurones qui sont actifs, en phase, voilà, qui bougent comme ça, en phase. Et on arrive comme ça à cette forme-là. Donc, je vais encore simplifier et juste passer à une ligne, voilà. Et bien là, c'est un petit voyage dans l'espace des idées, c'est-à-dire que mes neurones sont dans cet état-là, et puis ils vont glisser, ils vont arriver ici, je vais passer de la vache au cochon, et ainsi de suite. Donc vous avez compris le passage? On est passé des neurones qui vibrent en phase, les populations qui vibrent en phase, on en fait un point dans un espace, et ce point, il se balade, c'est le parcours de mes idées, c'est le fil de mes idées, il se promène, il est dynamique. Vous imaginez bien que lorsqu'un certain nombre de neurones est en phase, je ne reste pas comme ça toute ma vie. Ça bouge, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Enfin, j'espère. Voilà. Et donc là, on va pouvoir présenter des choses, non plus des cochons, des vaches et des avions, mais par exemple la lettre B. La lettre B, je rappelle, là vous l'avez en vue, vous l'avez dans le son B, vous avez, ça va évoquer le cumul de toutes les expériences que vous avez eues avec le B, ça va mettre en face des neurones par l'audition, par la vision, par tous ces éléments-là. Et donc c'est un point dans l'espace, et si je le lâche, ça va glisser dans la pente, et ça va dire, ok, j'ai reconnu un B. Très bien, je suis content. Et puis je présente des chiffres. Les chiffres, ils n'ont pas les mêmes lignes, ils n'ont pas la même organisation, donc ils vont tomber à un autre endroit, et ça tombe. C'est vraiment du loto que je fais là, c'est terrible. Je m'en rends compte avec la présentation. Ils arrivent ici, donc souvenez-vous tout à l'heure dans l'espace, là en 3D, avec le cochon, la vache, et ainsi de suite, là on n'est plus qu'en 2D. Là on a les lettres, et là on a les chiffres. Et ça glisse comme ça, de cette façon-là. Et on peut le faire avec plein de B différents. Vous vous rendez compte que ça, vous l'avez associé à un B alors que vous ne l'aviez jamais vu. Que ça aussi, ah non, ça c'est un 13. Voilà, et ainsi de suite. Donc on s'est complètement imprégné de ça et on est capable de reconstruire. Pourquoi? C'est-à-dire que quelques-uns de vos neurones qui sont en phase, il y en a qui sont systématiquement en phase sur toutes les expériences que vous avez faites sur ces éléments-là, et vous reconnaissez le 13, le B, ou ainsi de suite.
Puis on va prendre celui-là. Et lui, là, celui-là, il nous emmerde. Pourquoi? Je pense que vous voyez, lisez en ligne, A, B, C, il n'y a aucun souci. Là, ça tombe bien là, et puis vous lisez en vertical, 12, 13, 14. Mince, il y a une perception qui est un peu entre les deux. Dans l'espace des idées, c'est simple à expliquer, c'est ça. J'arrive entre mes deux vasques, où là j'ai telle population de neurones qui est en phase, là j'ai telle autre population de neurones qui est en phase. Et là j'arrive entre deux populations qui sont en train de dire c'est une guerre interne. Non, c'est un 13. Non, c'est un B. Non, c'est un 13. Et même si vous regardez que le point central, vous verrez que vous le ressentirez, cette sensation-là. Cette sensation de ah, c'est un B. Non. Et toutes les images ambivalentes, il y en a des dizaines que vous pouvez chercher, donnent cette sensation-là de basculer d'un côté à un autre. Je ne sais pas si vous avez vu le coup de la petite danseuse qui tourne, là, qui est une ombre chinoise, et de temps en temps on la voit tourner à droite, de temps en temps à gauche, et on ne sait pas pourquoi. C'est simplement pour ça. C'est que cette perception arrive et les neurones en phase, ils basculent d'un côté ou de l'autre. Parce que je vous rappelle que là, je suis en 2 dimensions, mais qu'en réalité, on est à 80 milliards de dimensions. C'est-à-dire que ça peut passer derrière, ça peut repasser ici, ça va... Mes neurones en phase, ils vont être en phase ici, puis en phase là, puis en phase ici. Et je vais passer d'un concept à un autre, de cette façon-là. Et à partir de ça, une fois que vous avez compris qu'un concept, une idée, c'est l'ensemble des populations de neurones qui sont en phase, eh bien, il y a un biais, il y a un gros travers qui arrive par rapport à ça, c'est la notion d'apprentissage. Parce que le B, le chat, l'avion, et je pourrais en citer beaucoup, vous les avez appris simplement en les pratiquant. Le chat, ça a été le chat de votre enfance que vous avez caressé, qui vous a griffé, qui a tendance à faire miaou. Et donc, on reçoit miaou ici, on voit le chat, et toute cette perception-là, elle arrive, ça met des neurones en phase. Et ce que fait l'apprentissage, c'est que, je vous rappelle, les neurones sont connectés, et dès que 2 neurones sont connectés et en phase, on renforce le lien. Le lien est renforcé. Comme c'est renforcé, ça fait que la prochaine fois que vous entendez miaou, ça active au niveau de l'air auditif le son miaou, la population est en phase, mais je vous rappelle qu'ils sont connectés et renforcés avec d'autres neurones qui sont ceux de la sensation, ceux du nom, ceux etc. Et donc, ça va rappeler, ça va être une mémoire de rappel, ça va rappeler l'ensemble de vos sensations. Et le mot chat, le mot ou le miaou, etc., va rappeler les autres perceptions que vous aviez autour du chat. Et le concept va commencer à apparaître. Donc ça, c'est vachement bien, mais ça a un gros travers, c'est que ça va tendance à simplifier un petit peu mon paysage. Pourquoi ça va tendance à le simplifier? C'est que sur l'expérience de chat que j'ai eue, je n'ai pas le souvenir de toutes les expériences de chat de toute ma vie. Il y a eu des chats de telle couleur, il y a eu des chats de telle couleur, il y a eu des chats des gros, des petits, des machins, etc. Et donc, par ce renforcement-là, c'est comme si la bille appuyait et venait appuyer en permanence sur toutes les expériences de chat pour ici faire le concept global de chat. Voilà. Qui réunit toutes les expériences que j'ai eues. Ça commence à être quelque chose d'un petit peu plus lisse. Voilà. Et donc, plus j'apprends au sens de plus j'intègre des expériences différentes en les intégrant, enfin en trouvant le point commun entre tout ça, plus ça va devenir lisse. Si je suis toujours en état de curiosité, de vigilance, de trouver tiens ce chat est un peu comme ça, lui un peu comme ça va être différent. Mais là, juste me poser là, petit à petit, ça va devenir assez lisse comme ça. Et ça va pouvoir poser des problèmes. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, comprenez le truc, c'est que reprenons les aigles et puis les vaches. Quand je vais percevoir un aigle, sur tous les aigles possibles, ça va me faire ce truc un petit peu lisse. Et puis à la fin, là, avec les vaches, ça va me faire ce truc un petit peu lisse. Là, on va être dans quelque chose d'un petit peu extrême. On a quelqu'un qui n'a connu que des aigles et des vaches de toute sa vie. Il ne classe le monde que comme ça.
il va voir, il va voir une voiture. Intuitivement, moi, je vois plutôt sa vache, la voiture. Bam. Et puis, je vais voir une feuille d'arbre. Je vais plutôt trouver ça aigle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va tout ramener. Souvenez-vous de l'image de la bille qui tombe. Où qu'elle tombe, elle va tomber d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est quand on ne s'est pas suffisamment confronté à la complexité du réel, à sa diversité. C'est qu'on s'est toujours ramené à son opinion, à son c'est comme ça que ça marche. Alors là, je caricature, mais j'ai envie de dire que dans le monde, et on parlait de cyberhacking tout à l'heure, il y en a qui voient le monde comme ça. C'est pas des aigles et des vaches. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. C'est tellement simple. Et le travers dont je voulais vous parler, c'est le suivant. À partir du moment où je ne vois le monde qu'en bien et en mal, ça tombe ici. Mais rappelez-vous de l'apprentissage qui fait que ça va encore renforcer mes connexions neuronales, donc ça va encore amplifier ça. C'est-à-dire que dès lors que je tombe dans cette mécanique-là, je finis par simplement croire que le monde est bien ou mal. Je vous donne un exemple concret. J'ai peur de tel type d'individu. Eh bien, ma perception fait qu'en ayant peur, je vais le percevoir comme étant dangereux et je vais renforcer ma sensation de dangerosité. Et ça fait des boucles comme ça. Et ça, c'est le risque. J'ai envie de dire, c'est presque le risque de notre société aujourd'hui. Et là, je vais étendre au-delà du neurone. C'est qu'à force de vouloir ranger le monde en disant c'est comme si, c'est comme ça, de tout temps on a fait comme si, tu feras comme ça, etc., eh ben, on ne fait que le rendre de plus en plus rigide. Ce qui est rigide est explosif. La dynamite, elle explose, pas parce qu'elle est souple, mais parce qu'elle est bloquée dans son explosion. Ça manque de souplesse. Quand on a rangé le monde, je trouve qu'on donne les arguments aux gens pour pouvoir commencer à le détruire. Pourquoi ? Parce que ça leur donne des opinions. Non, c'est une vache, non, c'est un aigle, non, c'est bien, non, c'est mal. Parce qu'il y a autre chose en plus qui est fabuleux, parce que là, je parlais de ce qui se passe dans la tête d'un individu, mais ce que j'ai décrit marche aussi entre deux cerveaux. Lorsque deux cerveaux sont en phase, lorsqu'ils sont en train d'être, vous savez, cette notion d'atome crochu, eh ben, ils renforcent aussi entre les perceptions et puis ce qui arrive dans le cerveau, c'est-à-dire que c'est comme si les deux cerveaux cherchaient à en faire qu'un seul. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand je suis dans un monde où je sépare tout en bien et en mal ? Qu'est-ce qui se passe si je vais vers quelqu'un d'autre ? Parce que cette zone ici, là, où j'arrive pas à classer, c'est désagréable. C'est pas agréable comme sensation. Je vous ferai une petite expérience après, si vous voulez. C'est une sensation que je n'aime pas, parce que ça ne correspond pas à mes états internes. Et donc, que font les gens qui voient le monde en bien et en mal ? Ils se regroupent en gens qui voient de la même façon le bien et le mal, et qui vont être d'accord entre eux, qui vont être renforcés dans leurs croyances. Et ça fait comme ça des boucles d'amplification jusqu'à explosion. Clairement jusqu'à explosion, parce qu'on n'a pas travaillé sur notre diversité de pensée, sur notre individuation, sur notre capacité à penser le monde un petit peu différemment. Je vous disais, ça fait mal cette zone-là. Est-ce que des gens connaissent le France ? Le France. Vous êtes déjà allé je voulais vous parler du France. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors je l'ai entendu à certains endroits, ils m'ont dit le bateau, ok, ouais. Mais ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais vous parler du France. Vous savez, le France. Bah oui, mais toute notre vie, on a entendu la France. Et donc, on l'a complètement relié. Puis là, il utilise l'autre côté, parce que là, je pourrais faire masculin-féminin. Il utilise l'autre côté. Ah, c'est désagréable, ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'à force de parler du France, qui est un bateau au fond du lac d'Annecy, qui est une magnifique épaque à 42 mètres, qui s'appelait donc le France, qui a été noté, et puis là, on s'y habitue. Vous sentez avec l'expérience, les connexions neuronales qui se refont, et on n'est plus choqué comme on l'était au départ. On peut faire cette expérience-là avec absolument tout, toutes nos certitudes. Et donc pour ça, tout ça pour dire qu'on finit par voir le monde avec des lunettes noires. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais au départ, qu'est-ce que c'est que cette odeur de la pomme, qu'est-ce que c'est que cette couleur du coquelicot ? C'est simplement vos états internes. Et vous pensez que le monde correspond aux sensations que vous avez avec vos états internes, alors qu'on a des lunettes noires. Et pour les 2 jours que vous allez passer, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une nouvelle idée ? Comment est-ce qu'on peut faire pour en sortir ? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous surprendre.
c'est justement de libérer cette pensée, de se surprendre, de bruiter, d'accepter des idées contraires. Quand j'interviens en innovation, j'aime bien dire aux gens qu'il y a 2 critères pour savoir si une idée elle est bonne. La première, c'est qu'elle fait peur, et donc elle secoue mes idées reçues. Elle fait « non, c'est pas possible. C'est pas possible que l'argent ne vaille rien. C'est pas possible que les banques, un billet de banque, machin. C'est pas possible que Si, c'est tout à fait possible. Et puis le deuxième critère, c'est que ça fait marrer. Parce que quand on se marre, c'est que on a une stratégie d'évitement par rapport à une peur qu'on ne sait pas avouer. Donc les deux sont vachement intéressants. C'est très très bon critère pour avancer. Et contrairement de se braquer aux autres, eh ben acceptez-le, entendez-le, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous êtes en train de créer une complexité au niveau neuronal qui est super intéressante. Et donc voilà, on a des lunettes noires, on est complètement figé par rapport à ça, et ce qui fait que souvent on dit oui, moi je ne crois que ce que je vois. Oui, c'est vrai, je ne peux croire que ça parce que c'est ma seule perception. Ce que je vois, ça rentre dans le cerveau, ça met en phase, c'est tout ce que je peux croire. Mais le vrai danger, c'est qu'on en arrive là, c'est qu'on finit par ne voir que ce que l'on croit. Il faut considérer, et qu'est-ce qu'une idée ? Une idée, c'est un truc, je vais prendre la métaphore du presse purée. Dans votre cerveau, il va percevoir, il va synchroniser, il va renforcer, et à la fin, si la forme du presse purée, c'est sous forme d'étoile, vous verrez le monde en étoile. Et si vous voyez en rond, vous le verrez en rond. Donc acceptez cette diversité, acceptez de vous surprendre, acceptez d'être mal à l'aise, acceptez les idées contraires, acceptez la différence, c'est la seule source de richesse qui vous sauvera de vous-même. Voilà. Et donc pour illustrer ça, c'est la simulation d'un grand nombre de neurones. Et regardez comme c'est beau. Voilà, regardez comme c'est beau une idée. Ce sont des ensembles d'idées, ça diffuse, ça bouge. C'est comme des nuées d'oiseaux. Voilà. Et cette formation en réseau, on la retrouve partout dans l'univers et aussi dans notre tête. Donc voilà. Merci beaucoup Olivier. Merci. Donc j'espère que ça vous donnera quelques pistes, on va dire presque méthodologiques pour aller chercher des idées vraiment out of the box, comme on dit, en dehors du champ de l'existant pendant le week-end. Et moi, ça m'a plutôt fasciné de voir tout ça. Donc merci beaucoup Olivier.